Chaque jour, le don d'organes sauve des vies. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Didier Samuel, vous êtes gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Vous êtes aussi auteur de La crise de foie n'existe pas. Camille Théron-Charles, vous êtes donneuse et vous êtes présidente de l'AMFE. L'AMFE, qu'est-ce que c'est? Association Maladie Foie Enfant. Voilà. Et Jean-Luc Guérin, vous êtes administrateur à France ADOT 95 et vous êtes greffier du foie. Et avec nous en duplex, on a Christiane Pellier. Christiane Pellier, vous êtes présidente de France ADOT 95. Alors on va commencer avec vous, Jean-Luc. Alors vous avez mené une vie de patachon, hein. Vous avez forcé sur les petits fours et pas que les petits fours, champagne aussi, et à 52 ans, ça se complique pour vous. Qu'est-ce qui vous arrive? La première alerte, ça a été en 2004. Bon, pas de panique à ce moment-là, je vais voir mon médecin traitant qui me conseille de passer une fibroscopie. À la fibroscopie, on découvre qu'il y a des varices ésophagiennes. Et donc, dans la lignée, on m'en ligature une. Bon, j'avais quelques saignements et ça se voyait donc par les selles, il faut appeler ça comme ça. Et de là, bon, un régime que, vu ma profession, j'ai pas réellement suivi. Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais commercial et Et vous faisiez beaucoup de bouffe d'affaires? Je participais à beaucoup de cocktails d'affaires et plus tard, bon, j'ai carrément changé mon fusil d'épaule et j'ai travaillé pour un alcoolier. Et là, c'était pas le champagne, c'était les whisky pure malt. Et donc, bon, de fil en aiguille, cancer du foie et... Oh, c'est arrivé très progressivement, puisqu'en 2006, c'est là que la première grave alerte est arrivée, hémorragie interne, et je me suis retrouvé aux urgences de l'hôpital de Pontoise. Et là, c'est là qu'on m'a dit, le foie est très abîmé et il faut peut-être changer de mode de vie. Chose que j'ai fait évidemment parce que passer 3 jours en réanimation, on a le temps de réfléchir à beaucoup de choses. Surtout quand on entend heure du décès, telle heure et tout ça, quand on est en réanimation, ça... Mais c'est vrai, quand on voit les petits copains là, qui partent au ça a le temps de gamberger. Voilà. Quand on entend les infirmières qui disent « bon, c'est lui qui est le mieux », donc ça rassure un petit peu, mais pas vraiment. Voilà. Et donc, après, hein, le mal, bien que j'ai arrêté toute boisson alcoolisée. Après, ça s'est transformé en cancer. Après, voilà. Il y a eu des... Mais on vous a dit, donc, là, à ce niveau-là, que vous n'étiez pas prioritaire parce que votre cancer était dû à l'alcool. Là, je me tourne vers le professeur Samuel. Finalement, est-ce que c'est... C'est pas nous qui avons dit ça. Non, c'est pas vous qui l'avez dit, mais c'est la loi qui le dit. Hein, non, ça la loi ne dit pas ça. Non, il n'y a rien. La cause de la maladie, si on raisonne comme ça, à ce moment-là, on ne soigne plus personne. Voilà, on ne soigne plus les cancers du poumon. Les infarctus du myocarde parce que les gens fument. Alors pourquoi on lui a dit ça? Parce que en fait, je trouve que les médecins sont sur un mauvais rail, et donc certains médecins sont sur un mauvais rail, et donc monsieur, par exemple, a compris qu'il fallait qu'il arrête, il a arrêté de boire, il s'est repris en main, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas soigné. Donc par contre, c'est sûr que si par contre l'alcoolisation continue et si le patient ne se reprend pas en charge, là c'est autre chose, parce qu'en effet, la maladie va s'aggraver quoi qu'on fasse. Et puis le patient refuse en gros de se prendre en charge. Mais si le patient se prend en charge, il n'y a aucune raison de ne pas le soigner. Donc on est des médecins avant tout. Donc, vous n'êtes pas là pour juger les gens. Tout à fait. Les médecins, vous êtes là pour soigner. Je suis là pour soigner. Mais c'est bien de le rappeler. Et ça, c'est un point très important parce que souvent, l'alcool et la cirrhose due à l'alcool est quelque chose qui a été, je dirais, un peu mis en maladie honteuse. Ça ne doit pas être le cas. Les gens doivent être soignés s'ils se prennent en charge, comme un infarctus si on est fumeur, comme un cancer du poumon si on est fumeur. Voilà, on doit soigner les gens. Ça va bien aujourd'hui? Comment vous vivez? Écoutez, très bien, puisque je suis rentré dans le monde associatif
D'abord avec Transepad qui est présent à l'hôpital Paul Brousse, et ensuite j'ai trouvé France Adot qui plus dans l'information et la sensibilisation que l'accompagnement comme Transepad. Donc moi je viens de passer mes 7 ans de greffe récemment et je le vis très 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 bien. Professeur Samuel, la greffe aujourd'hui, ça marche bien. Pas que la greffe du foie d'ailleurs, la greffe en général. Oui, la greffe d'organes, ça marche bien. On est limité par le nombre de greffons, hein, ça c'est clair. Mais en greffe du foie, on a des survies à 80% à 5 ans maintenant. Greffe du rein, la survie est excellente. La survie du greffon est parfois un peu limitée, aux alentours d'une vingtaine d'années. C'est un peu le problème de la greffe du rein. La greffe du cœur, il y en a beaucoup moins, hein, c'est seulement 400 par an, mais c'est une greffe aussi qui marche. Et puis maintenant, la greffe du poumon, qui était pareil, et c'est vraiment, les résultats sont considérablement améliorés ces dernières années. Et même la greffe du pancréas, ça revient pour les diabétiques graves, notamment les jeunes qui ont des diabètes très graves. Quels sont les organes les plus greffés en France? C'est le rein ou Le rein en premier, le foie en deuxième. Et le foie en deuxième. Oui. Voilà. Le rein, il y en a 2 aussi. Il faut pas, chaque donneur donne 2 reins, donc c'est aussi pour ça qu'il y a plus. Le nombre de donneurs est le même quasiment. Oui, mais il y a le double d'organes. En fait, maintenant, puisque chaque donneur donne souvent rein et foie, mais il y a 2 reins. Ok. Alors, on ne donne pas que les organes, on donne aussi quand on parle du don d'organes, c'est don d'organes, de tissus et de moelle osseuse. À quoi ça sert tout ça? Le don de moelle osseuse, ça c'est du don vivant essentiellement, c'est un prélèvement sanguin dans la majeure partie des cas. Parfois c'est un prélèvement osseux, donc c'est un peu différent. Le don de tissu, la cornée par exemple, c'est sur des gens qui sont décédés, et donc après accord. Donc c'est la même agence qui gère l'ensemble, l'agence de la biomédecine, mais c'est pas les mêmes équipes du tout. Hein. Donc, les greffes d'organes, greffe de tissu, c'est différent. Et greffe de cellules, parce qu'en fait, la greffe de moelle, c'est plutôt de la greffe de cellules. Et j'allais vous poser la question justement des cellules souches. Est-ce qu'il y aura Comment ça va se passer pour les cellules souches? On en parle beaucoup. Est-ce qu'on va congeler ces cellules? Est-ce qu'on va donner des cellules souches? Est-ce qu'on va cultiver des cellules souches? Comment ça va se passer? Les cellules souches, on voudrait, oui, pouvoir les utiliser. Ce qu'il y a, c'est que les cellules souches, il faut savoir, au plan hématologique, souvent ça marche, mais par contre, pour qu'une cellule souche soit transformée en cellule cardiaque ou en cellule hépatique, ça, on ne sait pas encore faire, parce qu'en fait, les cellules se transforment en presque des cellules cardiaques ou presque des cellules hépatiques, mais elles ne sont pas complètement des cellules hépatiques. Ça, ce sera, en fait, il faudra qu'on ait des cultures de cellules souches, et ça sera un don différent. Il y a aussi la possibilité aussi de prélever sur du sang fœtal. Ce sont des cellules qui sont ce qu'on appelle pluripotentes, c'est-à-dire les cellules du cordon ombilical, par exemple, chez le fœtus, ou le bébé. Pluripotentes parce qu'elles vont se transformer en n'importe quel type de cellules derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit la loi aujourd'hui au niveau du don d'organes? Est-ce qu'on est tous automatiquement donneurs d'organes à sa mort? Est-ce qu'il faut signer quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas donneur d'organes? Comment ça se passe? En fait, on est tous donneurs d'organes, sauf si on a signé un registre du refus. Donc il y a un registre du refus qui est national et donc qui est consulté pour voir si vous avez refusé le don d'organes. Dans la pratique, par contre, la loi recommande fortement, avant tout prélèvement d'organes, de demander l'avis de la famille ou des proches qui sont là. Et donc, en fait, dans la pratique, dans 100% des cas, on demande à la famille, même s'il n'y a pas eu d'expression du refus, s'ils sont d'accord pour le don d'organes. Ce qui fait qu'il y a un taux de refus, taux de non-prélèvement qui est un peu plus important que ce qu'on pouvait espérer. Mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? C'est compliqué parce que la famille elle vient de perdre un proche et vous lui dites on va l'ouvrir et puis on va prélever des... Alors comment ça se passe? Comment on prélève les organes? Comment on rend le corps à la famille? Donc la majorité des donneurs sont des donneurs qui ont ce qu'on appelle une mort d'origine encéphalique, c'est-à-dire par exemple un accident vasculaire cérébral ou un trauma crânien grave. C'est 90% des donneurs en France. Puis il y a des donneurs aussi à cœur arrêté. Dans l'immense majorité des cas, donc pour les donneurs à mort encéphalique, c'est souvent très brutal. Et donc il faut des professionnels pour parler à la famille. C'est-à-dire qu'il y a des infirmiers, des infirmières, qui ont été formés à ça. Qui ont été formés à ça pour rencontrer la famille, pour leur expliquer comment ça va se passer, parce qu'en effet, on apprend à la fois la mort
et à la fois on vous pose la question d'un éventuel don. Donc il faut des gens qui savent approcher les familles dans ces circonstances, savent expliquer, et il faut donc des professionnels qui font presque que ça. Et bien que la personne décédée n'ait pas exprimé son refus, si la famille refuse, on accepte le refus. vous acceptez le refus. Oui. On va jamais contre la famille. D'accord. Le principe anonymat donneur-receveur, c'est ça? Oui, ça c'est le don est anonyme. Donc seule l'agence de la biomédecine connaît le nom du donneur. Le don est anonyme et le prélèvement se passe donc est un prélèvement chirurgical. Donc il y a un coordonnateur, une coordinatrice de greffe qui prévient les équipes, enfin qui prévient l'agence de la biomédecine, qui désigne les équipes qui peuvent prélever pour tel ou tel patient. Et c'est souvent des dons, ce qu'on appelle pluriorganes, sauf si la famille a dit je veux pas qu'on donne le foie ou le rein ou le cœur ou les yeux. Donc ça mais ce sont pour le cœur, le foie, le poumon, et les reins, c'est de la chirurgie classique, donc ça se passe au bloc opératoire avec des chirurgiens spécialisés, et s'il y a un prélèvement pluriorgane, il y a l'équipe de chirurgie cardiaque, l'équipe de chirurgie hépatique et rénale, et ça se passe comme un bloc opératoire, et après l'opération, la cicatrice est fermée, le corps est rendu à la famille en état. Ça se passe dans la dignité, hein, il faut insister. C'est un élément très important, et ça permet derrière à quelqu'un de vivre. Hein. Donc vous en êtes le témoin. Une autre belle histoire, c'est celle de Camille, Camille Théronchard. Alors, moi, je suis content de vous recevoir, parce que je vous avais déjà reçu, et d'ailleurs, vous étiez là, hein, professeur Samuel, sur le plateau. Je vous avais reçu lors d'une précédente émission, et vous vous apprêtiez à donner une partie de votre foi à votre petite fille. Alors racontez-nous cette belle histoire. Oui, donc, alors d'abord, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. On ne fait pas durer le suspense, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Donc elle avait une maladie hépatique depuis la naissance. Et donc, à un moment donné, le foie a décompensé, donc il fallait s'orienter vers la greffe. Et en faisant les bilans, le don vivant arrive à un moment dans les sujets avec les médecins. Et donc, pour nous, c'était possible, c'est-à-dire que j'étais compatible, j'avais le même groupe sanguin. Mon lobe de foie gauche correspondait au poids, à la taille d'un foie dont une petite fille de son âge avait besoin, un enfant de son âge avait besoin. Et elle avait une anatomie qui permettait de recevoir le don vivant, parce qu'on prélève, je crois, un peu moins de tuyaux que sur un don décédé, que pour un don décédé. Donc voilà, l'intervention a eu lieu en juin l'an dernier, avec une belle préparation physique et parlez-nous de ça, parce que j'ai l'impression que c'est une préparation comme pour une compétition sportive. Oui, franchement, faut être en bonne santé pour tout franchement, ça a été ça. C'est-à-dire hygiène de vie déjà, donc manger sainement, pas d'alcool bien sûr, et puis du sport, histoire d'arriver en forme à une opération, parce que c'est une sacrée épreuve. Pourquoi c'est important d'arriver en forme, professeur Samuel ? Là, pour une opération comme un don de foie à son enfant, il faut vraiment. D'abord, c'est une opération, hein, c'est pas rien. C'est ce qu'on appelle une hépatectomie, donc c'est pas une petite opération. Hein, par rapport, c'est plus lourd qu'un don du rein. Alors pour un enfant, on prélève le lobe gauche, qui est, je dirais, techniquement pour les chirurgiens un peu plus facile à prélever que le foie droit, mais c'est quand même une opération qui est assez importante. Je ne sais pas si elle a été faite sous cœlioscopie, mais enfin, sous cœlioscopie, ça reste une intervention importante, donc il faut être en forme. Et puis aussi pour le régime, il est important aussi que le foie il fonctionne parfaitement pour que la greffe marche. Et donc derrière, il y a un receveur qui est en l'occurrence votre enfant. Et donc il faut. Donc on essaie de mettre toutes les chances en fait de son côté. Oui, et pour le receveur, il faut se préparer aussi. Le receveur, souvent je leur dis, c'est les Jeux Olympiques, hein, donc il faut se préparer pour. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, votre petite fille, pour se préparer ? Alors du coup, l'alimentation, elle a continué à faire de la danse, voilà ce qui lui plaisait. Et puis on s'est préparé aussi psychologiquement, parce que on n'allait pas être dans le même hôpital.
Voilà, donc les prélèvements sont Pourquoi dans un autre hôpital, parce que il y a des chirurgiens spécialisés, des équipes spécialisées sur les enfants et d'autres sur les adultes. Et bon, il se trouve que c'est pas au même endroit, mais. Alors comment ça s'est passé l'hospitalisation? Vous vous inquiétiez pour elle fatalement? En fait, on était tous une équipe parce que donc on a aussi avec mon mari 2 fils, donc tout le monde était ensemble. C'était voilà, moi j'étais dans mon hôpital, elle dans le sien, les garçons à la maison avec la famille et puis mon mari entre les deux. Donc il fallait se préparer psychologiquement. Elle, la préparation aussi psychologique, ça a été de connaître le déroulé, c'est-à-dire elle savait qu'au réveil, elle serait intubée, donc il fallait qu'elle sache, pour pas qu'elle ait peur. Exactement, donc elle a su comment ça allait se passer. Les équipes ont été vraiment formidables pour préparer ça. Et puis voilà, on savait qu'on aurait des nouvelles. Alors heureusement avec les nouvelles technologies, les photos, avec les téléphones, etc. Donc elle, ça a duré quand même 13 heures. C'est une grosse intervention. Moi, ça a dû être 6 heures au total. Combien de temps d'hospitalisation derrière? Et donc elle a eu 4 semaines, ce qui est assez record. Je crois c'est souvent un gros mois. Voilà. Et pour ma partie, 1 semaine. Voilà. Vous êtes une championne. Non, c'était beaucoup moins lourd que pour elle. Vous aussi, c'est votre fille qui vous a donné un bout de foie? Ah non. 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 Ma fille était... J'ai mal écrit mes fiches. Je suis à ça du licenciement. Non, mais c'est pas tout à fait inexact. Ah bon? Ma fille s'était proposée, ma seconde fille s'était proposée parce qu'elle était compatible. Moi déjà, parce que c'était ma fille, j'avais quelques réticences, disons. Et je reverrai toujours notre coordinatrice, je peux citer son nom, Madame Danet, qui est venue un jour me trouver en me disant « Monsieur Guérin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre fille est compatible. » Je dis « Bon, moi, pour moi, c'est pas la bonne nouvelle. Et la mauvaise, elle me dit « La veine porte passe devant l'organe. » Ah, et je dis donc « Risque hémorragique. » Elle me dit « Oui, mais nous maîtrisons. » Je dis « Non, mais là... » Vous n'avez pas voulu prendre de risque pour votre fille? Déjà, je n'étais pas favorable au départ. Et donc, vous avez refusé? J'ai refusé. Voilà. Après l'opération, on prend des médicaments, non? Anti-rejet, ça c'est quoi? C'est à vie? Comment ça se passe? Il y a un traitement pour toute greffe d'organes est spontanément rejetée si on ne donne pas un traitement immunosuppresseur. Donc maintenant, les traitements immunosuppresseurs sont beaucoup allégés. Mais selon le type de greffe, il est plus ou moins important. En greffe de foie, les traitements anti-rejet sont pas, sur le long terme, ne sont pas très lourds. Mais c'est un traitement à prendre tout le temps. Et puis surtout pour un enfant, il faut arriver qu'ils comprennent aussi que c'est important. Parce que quand les enfants sont des enfants, les parents sont là. Mais quand ils deviennent ados, c'est là où on voit la période d'adolescence est parfois difficile et donc c'est une période qui est à risque et qu'on connaît comme étant à risque où les enfants ou les adolescents ont du mal à comprendre l'importance du traitement et il faut faire beaucoup de pédagogie. Et pour le donneur, vous prenez des... Rien du tout. Vous avez repris une vie complètement normale. C'est bien. Elle va bien aujourd'hui alors? Elle va très bien, en pleine forme. Super, vie totalement normale à part les médicaments. Donc il y a les médicaments, il y a encore un suivi assez rapproché, mais elle va à l'école, elle fait du sport. Donc c'est super. C'est super. C'est une belle histoire. Hein. C'est 2 belles histoires. Ah oui, 2 belles histoires. C'est sympa. Et ça montre vraiment que c'est important le don d'organes parce que ces belles histoires, si vous n'aviez pas donné un bout de votre foie et si vous n'aviez pas trouvé un donneur, en clair, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ah, tout à fait. Bon, voilà. Alors, vous ne seriez pas là, mais vous savez qui est avec nous aujourd'hui en duplex, c'est Christiane Pellier. Alors, Christiane Pellier, vous m'entendez, Christiane? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, vous m'entendez? Voilà, vous êtes présidente de la FFDOT 95, hein, c'est ça? C'est quoi la FFDOT? Alors, c'est la fédération pour les dons d'organes. Voilà, c'est la fédération, je vous aide, c'est la Fédération française du don d'organes et de tissus. Et alors, quelle est votre action aujourd'hui? Alors, l'action de l'association, principalement, c'est de sensibiliser le public aux dons d'organes et aussi dédramatiser la situation que les personnes peuvent rencontrer lors d'un décès. On a beaucoup de questions à ce sujet-là, hein, parce que
vous disiez tout à l'heure, tout le monde est présumé donneur d'organes. Et la première question que vient nous présenter la personne, c'est on est tous présumés donneurs d'organes, donc en définitive, on n'a pas le choix de ce qui va se passer à notre mort. Oui, alors que vous avez entendu quand même le professeur Samuel qui disait on prend en compte la demande des familles. Hein. Voilà. Donc, donc en fait, il y a un travail d'information à faire, hein, c'est ce que vous nous dites, de sensibilisation, d'information auprès des gens, c'est ce que vous faites à l'association. C'est ce qu'on essaye de le faire le mieux possible, effectivement, en participant à diverses interventions comme les forums, dans les lycées aussi, pour pouvoir sensibiliser nos adolescents. C'est compliqué pour les adolescents, le sujet de la mort, du don d'organes, tout ça, c'est compliqué de les sensibiliser? Les sensibiliser, bon, il y a des formes d'information qui peuvent être plus ou moins ludiques. Nous essayons, bon, mais justement avec monsieur Jean-Luc Guérin, lors des interventions dans les lycées, de leur présenter un petit film de 15 minutes bon, qui leur démontre entre l'accident d'un adolescent et puis la prise en compte de la famille du prélèvement d'organes. Donc c'est un film qui va sensibiliser les adolescents. Alors on a plusieurs réactions, on a des adolescents qui vont se mettre à rire en se disant mais bon c'est qu'un film, c'est de la fiction. Et puis on a eu des adolescents qui sont partis en pleurs totalement, quoi. Ah oui. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui dans l'association? Manquer de bénévoles, alors, je crois. On a besoin de bénévoles déjà au départ, parce que l'association du 95, nous sommes peu de membres qui peuvent intervenir justement sur les forums et sur les lycées, donc c'est la grande difficulté, parce qu'on est obligé de se motiver un maximum, donc ça c'est la première des choses. Et puis, on a beaucoup de contacts à reprendre malencontreusement suite à la Covid, hein, où l'année 2020 a été une année, comme pour tout le monde, de stand-by. Une année compliquée. Professeur Samuel, est-ce qu'un jour on pourra cultiver des organes? Ben, je ne vais pas répondre oui, mais c'est un rêve, mais on en est très très loin. On est très très loin. Je le verrai probablement pas. Oh bah, gardez espoir quand même. Et vous, à l'association Camille, vous, qu'est-ce que vous faites? Donc nous, on a plusieurs missions. Le soutien aux familles qui sont touchées par donc, des maladies hépatiques sur les enfants. Le dépistage, donc les selles pâles, une urgence médicale. Ah ça c'est important, on s'arrête là-dessus. Hein, les selles pâles. Oui, qu'est-ce que c'est les selles pâles? Donc les nourrissons qui ont des selles pâles dans les 30 jours. Donc des selles jaunes claires. Hein, jaune clair, mastic, vert très pâle. La bilirubine ne passe pas, voilà. Le pigment jaune ne passe pas dans les selles. Voilà, et donc là, selles pâles, urgence hépatique. Celle décolorée, oui. Ouais. Celle décolorée. Chez les nourrissons. Hein. Chez les nourrissons, ouais. Donc ça c'est un pan important. On finance aussi des projets de recherche et on fait aussi du lobbying pour le don d'organes. Et à ce titre, si on donne quelques chiffres quand même, il y a 30% de refus en France. Et dont 51% en région parisienne, par rapport à l'Espagne qui est sur le même système que nous et qui est à 15% de refus. Même système avec, je veux dire, registre du refus, etc. Bien sûr. Et moi, je voulais dire un mot parce que sur ce sujet, donc vu mon histoire, avec des amis, on a abordé le don d'organes, ce sujet-là. Et bien sûr, mes amis disent je suis absolument pour, etc. Je dis c'est très bien, écris-le. Et aussi, réfléchis à tes enfants. Si malheureusement il leur arrive quelque chose, il vaut mieux réfléchir là maintenant, alors qu'il n'y a pas d'urgence. Quand on n'est pas concerné, à froid, c'est ça. À froid, réfléchis avec père, mère, voilà, les responsables légaux, pour que s'il arrive quelque chose, la décision, en fait, il y a eu un bout du chemin, en tout cas, de la réflexion qui a été faite. Donc c'est une discussion en fait qu'on devrait avoir en famille, tous, un jour comme ça, c'est pas très gai, mais dire voilà, si les uns et les autres, il nous arrive quelque chose, sachez que moi, par exemple, je suis pour. Hein, c'est ça, on doit avoir cette discussion en famille. Oui. Ah ben c'est important parce que si on l'exprime devant sa famille, alors bon, parfois la famille translate à sa façon, mais
c'est déjà un pas. Donc si je dis à ma femme, mes enfants, si jamais il m'arrive et que je suis potentiellement donneur, je veux être donneur, c'est clair. Oui, et ce que dit Camille, c'est important aussi, c'est d'envisager tous les cas de figure. C'est-à-dire pas simplement le plus vieux ou le père ou la mère qui dit à ses enfants, s'il m'arrive quelque chose, je suis donneur, mais envisager la situation de la perte d'un enfant. Et qu'est-ce qu'on fait de ces organes. Et en discutant, je trouve que ça permet pour celui qui a pris la décision de donner ses arguments, entre guillemets, enfin pourquoi il a pris cette décision. Et c'est vrai qu'on peut sauver a priori 7 ou 8 vies en fait. On a 2 reins, le foie, le lobe gauche peut être prélevé pour un enfant, le lobe droit pour un adulte. Il y a les poumons, il y a le cœur, on peut sauver beaucoup de vies. C'est vrai qu'on est tous des gisements. Il faut en parler en famille, c'est quelque chose d'important. Le don d'organes sauve des vies. Je vous remercie d'être passé sur le plateau et de nous avoir raconté vos belles histoires aujourd'hui. Merci professeur Didier Samuel. Je rappelle que vous êtes auteur de La crise de foie n'existe pas. Merci Jean-Luc Guérin, vous êtes administrateur de France Adot. Merci aussi à votre présidente qui était en duplex et merci Camille. Et moi je suis très content de voir que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, vous êtes formidable. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.